Alors, je vais parler de sparsité, et je parle dans le micro et je vais essayer de la suite. Alors, pour introduire cette notion de sparsité, il est important d'introduire la notion de malédiction de la dimensionnalité. Alors, je vais en dire deux mots. Si vous avez une fonction, si vous voulez, vous avez une fonction qui est smooth, mais si vous voulez estimer une fonction, il y a une façon naturelle d'estimer la fonction qui marche très bien, c'est une très bonne méthode, c'est d'estimer, par exemple, si je veux estimer f en x0, localement, de remplacer, d'estimer f de x0 par la moyenne des valeurs de f dans un voisinage local de x0. Ça marche très bien, ça permet aussi de faire des approches non linéaires et c'est quelque chose qui est très puissant. On peut faire du ES, on peut faire un certain nombre de choses. Par exemple, en discrimination, sur la droite, on peut très bien regarder quelle est la classe la plus représentée dans un voisinage de notre target. Voilà. Donc, maintenant, cette méthode marche très bien lorsqu'on est dans des dimensions raisonnables, mais dès qu'on augmente la taille du problème et que le nombre de descripteurs grandit, à ce moment-là, ces méthodes ont tendance à marcher beaucoup moins bien, même à s'effondrer dans la mesure où la difficulté, c'est qu'on a besoin d'un voisinage et en grande dimension, en fait, dans votre voisinage de votre point, vous allez trouver aucun voisin, où les voisins vont se trouver à des dimensions très grandes et donc, du coup, le voisinage ne sera plus du tout local. Si je vais prendre un exemple pour vous montrer ça, un exemple simple, si on prend un hypercube, je vais me mettre devant là parce que je ne vais pas voir ça. Si je prends un hypercube P descripteur avec une distribution dans 0,1, et si je vais donc avoir avec P descripteur un hypercube de range 0,1 pour chacun des descripteurs, où on va distribuer des variables distribuées de façon uniforme sur 0,1, si je cherche, je veux avoir au moins un point à une distance, on va se fixer une distance de 1, imaginez une distance euclidienne, on s'aperçoit qu'il faut un nombre de points qui est plus qu'exponentiel en fait pour répondre à cette définition d'une certaine densité en un point donné. Et si on regarde pardon, excusez-moi. Si on regarde en fait sur quelques petits exemples en faisant varier P, on s'aperçoit que le nombre de points qu'il faudrait augmente de façon extraordinaire et même très rapidement. En fait, on a un nombre de points qui est même pas astronomique, qui serait plus qu'astronomique, tellement vous avez besoin de points pour remplir votre voisinage. Sur un petit exemple où on se fixerait une dizaine de descripteurs, pour capturer juste 10% des données, il faudrait en fait que votre petit cube vert corresponde sur chacune des facettes à 80% en fait, donc à 0,8 du range en fait de votre cube. Donc finalement pour 10%, il faudrait quasiment un cube qui prenne le volume presque un grand volume par rapport au volume total. Donc les conclusions qu'on peut en tirer, c'est que le concept en fait de voisinage local devient irrelevant en fait en grande dimension, et donc tous les estimateurs qui vont être basés sur des notions de plus proches voisins, de voisinage, en fait ça va poser des problèmes. Alors en grande dimension, il y a aussi on a les intuitions qu'on peut avoir en fait en dimension classique. On va s'apercevoir que pousser à la limite en grande dimension, en fait, ça va pas être une bonne chose. En particulier, quelque chose d'assez étonnant. Étonnant. Si vous prenez un volume, une boule de dimension, une sphère de dimension R, et vous la faites en dimension
de rayon R en dimension P, donc une hypersphère. Si vous calculez le volume de cette sphère, ce volume va commencer à augmenter pour les petites dimensions, et D6, dP égale 6, vous allez avoir 6, 7, vous allez avoir le volume qui va diminuer et qui va tendre vers 0. En fait, l'essentiel du volume de la sphère va être concentré dans la croûte, ce qui paraît a priori au départ surprenant, mais qui en fait est assez logique d'une certaine façon, dans la mesure lorsque vous allez avoir énormément de descripteurs, vous allez avoir probabilité qu'un descripteur soit suffisamment grand, va être assez forte, et du coup la distance va être tout de suite grande. Alors en plus, les problèmes associés avec la grande dimension, et donc cette malédiction de la dimensionnalité, vous allez avoir une accumulation des fluctuations en fait dans toutes les directions qui va faire qu'au final, vous allez avoir une très grande fluctuation et donc une instabilité de vos modèles. Les problèmes de multicollinéarité qui sont avec des modèles incohérents et instables, donc c'est lié au premier point. Des matrices de variance-covariance qui vont être mal estimées. Et donc, c'est pour ça qu'on va utiliser la ridge en particulier, ou des choses comme ça. Les distances, les mesures de distance, en fait, qui perdent leur efficacité d'une certaine manière pour mesurer les dissimilarités. Lorsque vous passez en très grande dimension, si vous regardez la distribution des dissimilarités 2 à 2, eh bien, effectivement, les distances vont être de plus en plus grandes, mais par contre, vous allez avoir une diminution, en fait, de la variabilité des distances entre elles, et donc une perte de pertinence, de discrimination en fait à partir de ces distances. Et aussi, et ça c'est beaucoup plus connu en fait, donc si on veut avoir des modèles interprétables, on a intérêt à avoir, c'est pas plus mal d'avoir des modèles parcimonieux. Il y a la complexité d'un point de vue calcul et le problème des faux positifs qui vont s'associer. Alors le problème pourrait paraître en fait insoluble, mais dans la pratique, les problèmes, là, tout à l'heure, je parlais de variables distribuées de façon uniforme sur 0,1. La réalité, elle n'est jamais comme ça. En fait, l'information va se structurer dans des dimensions plus petites et le jeu va justement d'aller récupérer ces dimensions réduites dans lesquelles, en fait, on va pouvoir utiliser des modèles, des approches qui vont être des approches plus classiques. Mais bon, le problème, c'est que ces dimensions réduites, on ne les connaît pas forcément, et la difficulté va être d'aller les récupérer. La notion essentielle, en fait, va être la notion de régularité. L'idée, c'est que plus la dimension augmente et plus l'espace dans lequel se situent les points, en fait, va augmenter de façon extrêmement vite, et associé avec cette instabilité. Et donc, on va essayer, justement, pour avoir des modèles robustes, essayer de diminuer au maximum en fait la taille de l'espace. Par exemple, PLS, on va chercher la solution, on va projeter la solution des moindres carrés dans un sous-espace qui s'appelle un espace de Krylov. Dans ces méthodes-là ou dans d'autres méthodes, en fait, on va essayer à chaque fois de diminuer la taille de l'espace dans lequel on va chercher la solution. Alors, dans un livre qui est paru dernièrement, en fait, c'est un peu ce que dit Bradley Efron. On a beaucoup utilisé en fait les méthodes de maximum de vraisemblance, en fait, qui sont des méthodes essentielles dans la plupart des cas, et qui étaient la grande méthode en fait, les grandes approches en statistique classique, mais ce que dit Bradley Efron, c'est que dit qu'actuellement, pour estimer des données en grande dimension, eh ben ces méthodes peuvent devenir des méthodes à la fois inadéquates et dangereuses, et qu'à utiliser des modèles qui seraient non biaisés, maximum de vraisemblance et très peu biaisés, en fait, est un luxe qu'on ne peut plus se payer en fait en grande dimension. Et donc ça veut dire qu'il faut aller, qui dit régularisation, va dire chercher des méthodes qui vont être des méthodes biaisées, mais par contre, on va fortement diminuer la variabilité des estimateurs. Alors, il y a un certain nombre de méthodes qu'on peut utiliser. J'en ai listé un certain nombre. Soit réduire la dimension par des méthodes de projection, enfin, donc la régression sur composante principale, la PLS, des méthodes de pénalisation où on va mettre des contraintes sur les modèles, des contraintes de type L1, somme des valeurs absolues des coefficients pour le lasso. On peut faire du groupe lasso, du sparse groupe lasso, des méthodes de type ridge,
si on contraint par la somme des valeurs absolues, la somme des carrés des coefficients, ou on peut aussi mélanger ces deux types de contraintes pour avoir de l'élastique net ou aller vers des méthodes des pénalisations non convexes pour avoir plus de parcimonie, mais là, du coup, on n'est plus dans le convexe et donc on n'a plus les outils de ces approches convexes et ces optimalités globales. Et aussi, on va pouvoir aussi mélanger, additionner ces deux types d'approches et avoir de la sparse PLS, de la sparse PCR, ou même maintenant, actuellement, on voit de la groupe PLS, sparse groupe PLS. Alors, sparse PCA, sparse en analyse canonique, on peut aussi avoir de la sparse CCA, et lorsqu'on va faire de l'analyse canonique généralisée avec plusieurs groupes, on peut aussi avoir les mêmes approches. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que dans les approches de type clustering, vous pouvez aussi avoir ces approches. Hein. On peut comprendre que lorsqu'on va vouloir faire des clusters, eh ben, il va y avoir un certain nombre de variables, de descripteurs qui finalement sont plus du bruit et vont plus perturber en fait la création des clusters, la recherche des clusters, et on va avoir intérêt en fait à débruiter, à éliminer ces descripteurs dans la recherche de clusters. Alors, hop, montrer un exemple en fait sur la sparse PCA. J'ai pris la sparse PCA. Un des problèmes majeurs lorsqu'on va avoir énormément de descripteurs, c'est on aimerait en fait être capable d'interpréter en fait les loadings et surtout avoir de conserver simplement un nombre, avoir une approche parcimonieuse et un nombre limité de loading pour mieux interpréter en fait nos directions. Et aussi, d'un point de vue théorique, lorsque le nombre de descripteurs en fait va énormément augmenter, on sait que sur l'échantillon, en fait, les directions principales qu'on va trouver peuvent être très différentes en fait des directions des réels sur la population. Et donc ça, d'où la nécessité en fait d'aller vers des approches sparses. Et aussi la sparse PCA peut aussi être une approche très intéressante en fait pour déterminer en fait faire de la sélection d'un point de vue non supervisé. Alors il y a plusieurs algorithmes en fait qui peuvent être utilisés pour faire de la sparse PCA. Je vais choisir en fait l'approche de Witten et Pirani-Assi 2009 qui utilise en fait un algorithme qui est l'algorithme PMD pour Penalized Matrix Decomposition. Et cet algorithme en fait on va essayer de maximiser en fait le produit U'XV. On l'a vu en fait au cours d'aujourd'hui. Ça correspond en fait à la SVD de la matrice X. Et simplement, ça serait l'ACP si on maximisait uniquement ce produit-là, mais on va mettre une contrainte sur les loadings, sur les V. On voit norme de V1 inférieure ou égale à AC. Alors cet algorithme, hein, pour maximiser le produit U'XV, eh ben, on va fixer V et on va obtenir, on fixe V et on obtient U en maximisant le produit, ou dans l'autre cas, on va fixer U et on maximise le produit pour obtenir V. En fait, vous avez un algorithme biconvexe et on va alterner jusqu'à convergence. Alors, dans notre cas, on n'a pas besoin de mettre du sparse sur les U et donc sur les colonnes de la matrice d'une certaine façon, puisque ça va correspondre plus ou moins à des individus. On ne veut pas éliminer nos individus. On va utiliser l'algorithme uniquement en mettant du sparse sur les V, sur les loadings. Alors, cet algorithme, comment on fait? Eh bien, si vous voulez maximiser U'XV à V fixé, eh ben, le maximum, ça sera à V fixé, ça sera XV. Vous avez U'XV, XV, ça va être un vecteur. Vous voulez maximiser le produit scalaire des deux vecteurs. Le produit va être maximum lorsque les deux vecteurs vont être collinéaires, et donc il vous faudra que XV soit être égal à U. Ça va être la même chose lorsqu'on va fixer V. Alors, je vais aller un peu plus vite parce que je ne vais pas avoir le temps d'aller à la fin. Donc, simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une étape de sparsité, et au lieu, dans le deuxième cas, lorsqu'on va fixer U et qu'on va vouloir estimer V, on ne va pas simplement prendre le produit X'(U), mais on va avoir une approche sparse, c'est-à-dire lorsque les coordonnées seront inférieures à une certaine valeur, on mettra à 0, et lorsque les coordonnées seront supérieures à une certaine valeur, eh ben on va tirer vers 0, on va enlever une certaine quantité, là vous voyez le delta 2, de façon à shrinker le coefficient vers 0.
Alors, une approche sur des exemples. J'ai généré des trois groupes de données sur lesquels j'ai rajouté du bruit. Et si vous faisiez une ACP, on n'arrive pas dans le premier cas à gauche à retrouver en fait les groupes. Et vous voyez qu'à droite, en fait, on peut arriver à partir de ce débruitage finalement à retrouver en fait notre structure. Là, c'est vraiment un exemple très simple. Sur un autre exemple, en fait, avec l'analyse d'image, en haut, vous avez de l'ACP. Les faces issues en fait de PCA, et en dessous en fait vous avez de la sparse PCA. C'est intéressant parce que on a un peu une idée en fait un peu comme en ICA où en fait on aurait des zones en fait beaucoup plus localisées, et donc c'est beaucoup plus facilement interprétable que à travers l'ACP où finalement c'est un mixte en fait qui est beaucoup plus difficile en fait à exprimer. Là, c'est sur une analyse, en fait, sur des données d'une étude faite chez nous pour discriminer entre des villes polluées et moins polluées, où cette sparse PCA nous a permis, sur des données métabolomiques, finalement, à faire de la sélection de paramètres. Alors, je montre juste, sans rentrer dans les détails parce que j'ai juste une minute, je vous ai dit qu'on pouvait faire la même chose sur le clustering, donc on va utiliser le même algorithme, finalement, dans le cadre du clustering. Là, vous avez, lorsqu'on fait des k-means, en fait, il faut maximiser en fait une variance interclasse. On va simplement réécrire la même formule, mais en rajoutant un coefficient WJ sur lequel on va mettre des contraintes de sparsicité. L'idée, c'est quoi? Ça va être de mettre à zéro en fait un certain nombre de descripteurs. Il y a l'algorithme qui permet, c'est basé la même logique que tout à l'heure. Et donc, on va pouvoir appliquer sur un certain nombre d'exemples. C'est pareil, j'avais 3 classes. En faisant du k-means, en fait, au milieu du k-means, en fait, sans version sparse, on n'arrive pas à vraiment différencier les classes. Et avec du sparse k-means, un peu comme tout à l'heure avec le sparse PCA, on arrive à une plus belle séparation. Alors bien sûr, si vous augmentez le bruit, il y a un moment donné, vous n'allez pas vous en sortir. Mais ce qui est intéressant malgré tout, c'est que c'est des approches, ça vaut quand même le coup d'essayer parce que vous pouvez quand même, dans un certain nombre de cas, en fait, améliorer les choses. Alors vous pouvez aussi le faire sur le clustering hiérarchique. En une seconde, vous avez en fait un tableau de dissimilarité qui s'est exprimé, donc des distances exprimées sur P descripteurs. Vous allez décomposer en fait en P facettes, P matrices. Chaque matrice correspond à un descripteur. La matrice, quand vous prenez une matrice, eh ben vous la unfoldez pour avoir un vecteur de dimension n2, puisque c'est des matrices n. Vous faites une sparse PCA à droite sur ce tableau n2p. Vous allez prendre la première direction principale, en fait, et ça va vous donner, en fait, un vecteur de dimension n2. Ce vecteur, vous allez le remettre sous la forme d'une matrice de taille nn. Et sur cette matrice-là, vous allez refaire, après ce pré-processing-là, vous allez refaire votre analyse, votre classification hiérarchique. Et vous voyez sur cet exemple, sans faire le sparse, en fait, on a du mal à bien séparer. Vous voyez au milieu, sur les weights, en fait, il y a un certain nombre de poids qui ont été mis à zéro et donc qui ne participent plus au clustering. Et on voit que dans ce cas-là, en fait, ça permet finalement de bien mieux séparer les classes. Donc c'est pareil, c'est toujours une fonction de bruit ratio, mais dans un certain nombre de cas, en fait, ça marche très bien. Là, juste, et là, c'est la dernière slide, c'est vous dire que ce qui est fait sur du clustering classique de type k-means, vous pouvez aussi le faire sur du biclustering. Le biclustering est intéressant si vous avez de l'information à la fois de type cluster sur les lignes et sur les colonnes, comme par exemple avec l'expression en génomique. Et vous pouvez avoir très bien des samples en fait, qui se clusterisent seulement sur un nombre de features et des features qui vont se clusteriser uniquement sur un nombre de samples. Et ça, vous pouvez à la fois, vous pouvez aussi utiliser ces approches sparses pour le faire. Alors sur ce dernier slide, vous voyez à gauche, en fait, il y a des structures qui ont été créées en haut à gauche où on voit donc un certain nombre de structures. On rajoute du bruit au milieu, on ne voit plus rien. On fait un k-means à droite et vous voyez que c'est déjà pas mal malgré tout parce qu'on revoit un certain nombre de choses. En bas à gauche, vous faites ce k-means, mais en fait, vous faites du biclustering. Vous n'avez pas de sparse, lambda égale 0, vous n'avez pas de sparse.
c'est du biclustering. Et on voit qu'on s'améliore par rapport par rapport au K-means. Et à droite, vous avez une approche sparse du biclustering. Et si vous comparez les deux, vous verrez qu'en fait, dans ce cas-là, on est beaucoup plus proche du premier. Là, on se dit, ah, mais il y a peut-être des choses des lignes qui pourraient se rapprocher. Si on fait simplement, en fait, une classification sur le tableau de droite, eh ben, on va obtenir le tableau qui est en haut à droite ici. Et finalement, on se dit, bah, c'est pas exactement la même chose que le tableau de départ, mais si sur ce tableau de départ, on fait la même classification, le même regroupement que dans le cas précédent, et ben finalement on obtient en fait des tableaux qui sont là extrêmement comparables. Donc tout ça pour dire que les approches sparses, c'est à la fois quelque chose de, je dirais, utile et surtout nécessaire, et que c'est pas compliqué à faire et ça vaut toujours le coup en fait de l'essayer, pas simplement dans le cadre de l'ACP ou de l'analyse canonique, mais aussi dans le cas de méthodes comme les méthodes de clustering où ça peut donner des résultats intéressants. Pardon.